Je m'appelle Sophie Dubois, j'ai 36 ans, je suis une mère célibataire vivant à Nantes, et je n'aurais jamais imaginé que mon propre petit frère puisse me faire une chose pareille, car mon jeune frère a vidé mes comptes en banque et a disparu avec sa petite amie, me laissant morte d'inquiétude et le cœur brisé jusqu'à ce que mon fils de 10 ans me dise « Maman, ne t'inquiète pas, regarde ce que j'ai trouvé », et quelques jours plus tard, mon frère m'a appelé en panique totale. Depuis mon adolescence, j'ai pratiquement élevé Lucas après la séparation de nos parents, jonglant entre mes cours du soir à la fac et plusieurs petits boulots juste pour garder un toit au-dessus de nos têtes et m'assurer qu'il ait une chance d'avoir une vie meilleure. Des années plus tard, après que mon divorce avec Thomas m'a obligé à tout recommencer à zéro avec mon fils Léo, j'avais enfin réussi à retrouver une certaine stabilité, ayant gravi les échelons dans une banque locale, acheté une modeste maison en banlieue et lentement mis de côté 50 000 € d'économies destinées aux urgences futures de Léo et à ma retraite. Tout s'est volatilisé en un seul week-end pendant que j'étais partie en déplacement professionnel, alors que Lucas et sa petite amie Chloé étaient restés à la maison pour garder Léo. Quand je suis rentrée, la maison était silencieuse, leurs affaires avaient disparu et mon solde bancaire affichait 0. J'étais dévastée jusqu'à ce que Léo me regarde ce soir-là avec ses yeux sérieux et prononce les mots qui allaient tout changer. Croyez-moi, vous voudrez rester jusqu'au bout pour savoir ce qui s'est passé ensuite, et si cela vous tient déjà en haleine, cliquez sur le bouton « J'aime », abonnez-vous et activez les notifications car la suite de cette histoire est dingue et vous ne voudrez pas manquer la fin. Grandir à Nantes n'a pas été facile après la séparation de nos parents quand j'avais 17 ans, le divorce m'est tombé dessus sans prévenir, transformant notre foyer autrefois stable en quelque chose de fragmenté et douloureux. Les disputes s'accumulaient depuis des années, mais quand c'est finalement arrivé, c'était comme si le sol se dérobait sous nos pieds. Mon père, Antoine Dubois, n'est pas resté longtemps sous la grisaille de la Loire-Atlantique dont il se plaignait toujours, il a déménagé sur la Côte d'Azur en quelques mois, courant après le soleil et un nouveau départ avec une femme rencontrée peu après la signature des papiers. Il s'est remarié très vite, construisant une vie dans le sud où les palmiers remplaçaient la pluie, et ses contacts avec moi se sont limités à des cartes de vœux occasionnelles. Avec mon petit frère Lucas, qui n'avait que 9 ans à l'époque, c'était différent, car papa l'appelait plus régulièrement, envoyant de l'argent pour son anniversaire ou des excuses pour ses visites manquées, trouvant toujours le moyen de défendre tout ce dont Lucas avait besoin. Ma mère, Isabelle, est restée à Nantes, louant un petit appartement HLM pas très loin de notre ancienne maison, mais ce combat semblait avoir drainé toute son énergie. Elle faisait de longues heures à l'usine, rentrant épuisée et renfermée, me laissant la majeure partie de l'éducation quotidienne de Lucas. Le favoritisme envers Lucas est devenu impossible à ignorer durant ces années, car en tant que seul garçon et petit dernier de la famille, il avait droit à un traitement de faveur, recevant plus d'argent de poche de papa quand il demandait et ayant moins de corvées imposées par maman parce qu'il avait déjà assez souffert du divorce. Je l'entendais trouver des excuses pour ses mauvaises notes ou sa chambre en désordre, disant que les garçons avaient besoin de plus de liberté, alors qu'on attendait de moi que je prenne mes responsabilités sans me plaindre, ce qui me blessait profondément, comme si mes efforts passaient inaperçus, mais je prenais sur moi parce que quelqu'un devait faire tourner la maison pour nous tous. Assumer ce rôle signifiait mettre mes propres rêves entre parenthèses d'une manière que je ne comprenais pas totalement à l'époque, mais je savais que l'éducation était ma seule porte de sortie, alors je me suis inscrite à l'université en cours du soir, casant mes révisions autour de tout le reste. Pour payer les factures, les courses et les fournitures scolaires de Lucas, je cumulais plusieurs emplois compatibles avec un emploi du temps d'étudiante. Les étés signifiaient servir des tables dans des brasseries bondées de la côte atlantique où les touristes affluaient, gérant des commandes exigeantes et des pieds endoloris pour des pourboires qui couvraient à peine l'essence, tandis que les week-ends étaient consacrés à des quarts de travail dans la grande distribution à plier des vêtements, gérer les retours et sourire à des clients impolis jusqu'à la fermeture. Les soirées se transformaient souvent en séances de tutorat pour aider les enfants du quartier avec leurs devoirs de maths ou de français à la médiathèque jusqu'à la fermeture. La vie était devenue un cycle incessant de responsabilités, je rentrais des cours ou du travail en 4e vitesse pour préparer le dîner, aider Lucas avec des devoirs qu'il ne voulait pas faire seul, et gérer la lessive ou les factures que maman laissait empiler sur la table. Les hivers humides et froids de l'Ouest rendaient tout plus difficile, avec le verglas rendant les routes dangereuses pour ma vieille voiture, et Lucas passait plus de nuits dans mon petit appartement que chez maman parce que son chauffage fonctionnait mal et que l'endroit semblait triste. Je devais gratter le pare-brise avant l'aube, conduire Lucas au collège,
puis partir travailler pour revenir étudier tard dans la nuit avec mes livres étalés sur la table de la cuisine et une tasse de café bon marché, ma seule compagnie étant le vent qui faisait trembler les fenêtres. Il y avait des moments de doute silencieux où l'épuisement frappait le plus fort, comme s'effondrer sur le canapé après que Lucas se soit enfin endormi, me demandant si je rattraperais un jour le temps perdu ou si ma vie se résumerait à ça. Mais tenir bon pour lui me permettait de continuer, préparant ses déjeuners, assistant à ses réunions parents-prof quand maman ne pouvait pas, célébrant ses petites victoires comme son entrée dans l'équipe de foot. Ce n'était pas parfait, mais cela a construit un lien que je pensais indestructible, un lien où mes sacrifices auraient un sens à la fin. Les années ont passé dans ce rythme effréné jusqu'à ce que je rencontre mon ex-mari, Thomas, lors d'un événement local. Il travaillait dans le bâtiment, semblait avoir les pieds sur terre et appréciait ma détermination. Nous sommes sortis ensemble, nous nous sommes mariés lors d'une cérémonie simple à la mairie, et avons bientôt accueilli mon fils Léo, et le tenir pour la première fois m'a apporté une chaleur dont j'avais tant besoin au milieu de toutes ces épreuves, un nouveau but qui rendait les luttes passées valables. Mais le mariage s'est fissuré sous des pressions que je n'avais pas vues venir, se terminant quand Léo était encore tout petit après que l'infidélité de Thomas a été révélée. Au moment où j'ai enfin obtenu mon diplôme, des années après mes pairs, le document dans ma main représentait plus qu'un niveau d'études, c'était la preuve de ma résilience à travers tout ce qu'on m'avait lancé au visage. Après le divorce, j'ai dû tout recommencer, mais au moins j'avais maintenant mon diplôme pour bâtir une vraie carrière, et une fois lancée, les choses se sont lentement améliorées. Commencer au bas de l'échelle comme guichetière dans une agence bancaire animée du centre-ville ressemblait à un nouveau départ, même si les heures étaient longues et le salaire initial modeste. Je gérais des files interminables de clients déposant des chèques ou retirant de l'argent, apprenant à repérer les tentatives de fraude et à équilibrer ma caisse parfaitement à la fin de chaque journée. Ma concentration sur la précision et mon service amical ont attiré l'attention de mes superviseurs, menant à de petites reconnaissances qui ont boosté ma confiance après des années à me sentir en retard. À mesure que Léo grandissait, je consacrais tout à subvenir à ses besoins tout en progressant au travail, et les heures supplémentaires ou le remplacement de collègues pour montrer ma fiabilité sont devenues une routine. Bientôt, j'ai obtenu une promotion en tant que conseillère bancaire, aidant les clients avec des prêts et des options d'investissement, construisant des relations qui transformaient des visiteurs occasionnels en habitués. La responsabilité pesait lourd par moments, surtout en rentrant fatigué vers un jeune enfant ayant besoin du dîner et d'histoire pour dormir, mais voir son sourire rendait les soirées tardives valables. Une formation en management a suivi, où j'ai dirigé des réunions d'équipe et résolu des plaintes, affûtant des compétences qui m'ont préparé pour des rôles plus importants, et devenir directrice d'agence a marqué un tournant dont j'avais rêvé durant ces années difficiles. Diriger toute l'opération, du recrutement du personnel à l'atteinte des objectifs commerciaux et au respect de la conformité, m'a apporté un sentiment d'autorité et de stabilité, et l'augmentation de salaire a permis de donner de l'air au budget, ne vivant plus d'un salaire à l'autre. J'ai fêté ça discrètement en emmenant Léo passer un week-end aux eaux de la Boissière, regardant son excitation devant les animaux et me sentant fière que mes efforts payaient pour nous deux. Ce progrès financier m'a permis de me concentrer sur la sécurité à long terme d'une manière que je ne pouvais pas auparavant. J'ai acheté une maison confortable en périphérie de Nantes avec assez d'espace pour que Léo ait sa propre chambre et un jardin pour jouer au ballon les soirs d'été. La fierté d'être propriétaire m'a frappé fort le jour où nous avons emménagé, déballant les cartons pendant qu'il explorait chaque recoin avec de grands yeux. À partir de là, je me suis disciplinée pour épargner agressivement, coupant les dépenses inutiles comme les restaurants ou les nouveaux vêtements, dirigeant les fonds vers 3 comptes dédiés. L'un grandissait régulièrement pour les futures études de Léo, un autre servait de filet de sécurité pour les réparations imprévues ou les frais médicaux, et le troisième, un plan épargne-retraite, se construisait pour que je ne connaisse pas les mêmes difficultés plus tard dans la vie. Regarder ces soldes grimper jusqu'à un total de 50 000 € au fil des années ressemblait à une victoire, chaque dépôt étant un pas de plus loin de l'incertitude de mon passé. Le parcours de Lucas contrastait fortement avec le mien durant cette période. Il avait fini ses études mais peinait à garder un emploi stable, sautant de poste de commercial à des boulots de manutentionnaire, démissionnant souvent quand les choses devenaient exigeantes ou le trajet trop long. Ses habitudes de dépenses n'aidaient pas, priorisant les gadgets ou les soirées plutôt que de se constituer des réserves. Quelques incidents m'ont marqué, où il m'a demandé de l'aide, une fois pour payer un loyer en retard après avoir perdu un emploi, une autre fois pour une grosse réparation de voiture qu'il avait laissée en panne.
Maman s'immisçait fréquemment dans ces situations, m'appelant pour me supplier, aide-le un peu plus, c'est ton frère et il traverse une mauvaise passe. Je virais les fonds ces fois-là, bien que le doute s'insinuait à chaque virement, sachant que cela retardait légèrement mes propres objectifs. Au fil des mois, j'ai commencé à répondre avec des limites plus douces, l'encourageant à faire un budget ou à avoir un conseiller d'orientation, espérant que cela encouragerait son indépendance sans lui couper les vivres entièrement. Pourtant, je gardais l'espoir que Lucas trouverait bientôt sa voie, surtout quand il a commencé à mentionner quelqu'un de nouveau dans sa vie. Il y a environ 18 mois, Lucas s'est présenté à ma porte un samedi après-midi, l'air plus excité que je ne l'avais vu depuis des années, avec une femme à ses côtés que je n'avais jamais rencontrée. La petite amie de mon frère, Chloé Martin, souriait brillamment en entrant, sa poignée de main ferme, et ses questions fusaient rapidement sur la maison et comment j'avais réussi à l'acheter seule. Quelque chose dans sa curiosité sonnait faux dès le début, la façon dont elle scannait les pièces et posait des questions détaillées sur mon travail à la banque, sondant sur les promotions ou les avantages comme si elle calculait quelque chose. Cela m'a laissé un malaise subtil, une petite voix me demandant si son intérêt était sincère ou visait ce que j'avais construit, mais maman, elle, l'a tout de suite adoré. La fois suivante où Isabelle a appelé, elle ne tarissait pas d'éloges sur la façon dont Chloé serait bonne pour Lucas, l'aidant à se stabiliser et à penser à l'avenir au lieu d'errer de boulot en boulot. Entendre cela m'a fait remettre en question mon instinct, repoussant le doute parce que je voulais croire en ce changement positif pour lui aussi. La famille avait toujours signifié se soutenir mutuellement dans les moments difficiles, et si Chloé apportait de la stabilité, peut-être que mes inquiétudes étaient infondées. Léo a réagi différemment dès le moment où il l'a rencontré, il était plus calme que d'habitude lors de leur visite, restant collé à moi au lieu de bavarder comme il le faisait normalement avec les invités. Un soir après leur départ, il a tiré sur ma manche et a dit carrément « Je n'aime pas tata Chloé, maman, elle regarde nos affaires bizarrement, comme si elle les comptait ou un truc comme ça. » Ces mots m'ont frappé, venant d'un enfant qui d'habitude s'attachait à tout le monde, mais j'ai mis ça sur le compte de la jalousie de devoir partager l'attention de Lucas ou juste de l'imagination enfantine. Je l'ai serré dans mes bras et lui ai expliqué que les adultes posent parfois des questions pour mieux connaître les gens, lui assurant que tout allait bien, mais avec le recul, ce rejet me ronge de culpabilité pour ne pas avoir écouté plus attentivement son intuition quand la mienne chuchotait la même chose. Alors que Chloé devenait une présence régulière dans la vie de Lucas, passant plus de week-ends chez moi ou se joignant au dîner de famille, Léo avait souvent sa tablette sortie pour jouer ou dessiner quand ils étaient là. Quelquefois, il a accidentellement laissé l'enregistrement allumé après s'être filmé en train de jouer ou de faire de courtes vidéos pour s'amuser, oubliant de l'arrêter quand Chloé et Lucas commençaient à parler à proximité. Ces enregistrements oubliés ont capturé des conversations en arrière-plan qu'il n'a découvertes que plus tard en triant ses fichiers pour supprimer de vieux clips. Dans un cas, il avait enregistré une vidéo rapide de sa création en Lego dans le salon quand Chloé et Lucas se sont assis tout près, discutant d'argent sans remarquer que l'appareil tournait encore. Léo n'a trouvé ça que des jours plus tard, entendant des choses qui ont aggravé son malaise. Les clips révélaient Chloé manipulant Lucas avec une vieille histoire de fraude à l'assurance datant de ses 20 ans, celle où il avait signé de faux papiers pour un ami réclamant des indemnités après un accident mineur. Elle l'a évoqué subtilement dans l'un des enregistrements accidentels, l'utilisant pour le presser d'accepter ses plans tout en se présentant comme la seule capable de garder ce secret. Malgré les inquiétudes grandissantes, le poids de la loyauté familiale restait fort, et bien que je ressentisse une certaine anxiété, j'ai accepté quand Lucas a proposé de m'aider à garder Léo pendant mon prochain voyage professionnel au printemps, alors que j'avais un grand séminaire bancaire à Paris. L'événement était majeur pour ma carrière, avec des ateliers et du réseautage qui pouvaient ouvrir des portes pour plus d'avancement, et le timing coïncidait avec les vacances scolaires de Léo. Le temps à Nantes était encore frais alors que les fleurs commençaient à éclore, ce qui rendait l'idée de le laisser avec de la famille plus rassurante que d'engager une baby-sitter. Lucas avait été enthousiaste à propos de l'offre, insistant sur le fait que lui et Chloé pourraient gérer les choses facilement pendant les quelques jours de mon absence, me donnant une chance de me concentrer sans inquiétude. J'ai réservé un TGV tôt au départ de Nantes, arrivant à Paris avec assez de temps pour m'enregistrer à l'hôtel et me préparer pour la première session. La conférence a commencé fort, remplie de présentations sur les tendances du secteur et de tables rondes où j'ai apporté des idées tirées de mon expérience en agence.
Entre les réunions, je prenais des nouvelles de Léo par appel vidéo, écoutant ses mises à jour excitées sur les jeux avec Lucas et les repas que Chloé préparait. Tout semblait normal, apaisant toute hésitation persistante que j'avais sur cet arrangement. Le deuxième jour, pendant une courte pause entre deux séminaires, j'ai ouvert mon application bancaire pour virer des fonds pour mes frais de déplacement, les soldes ont chargé lentement, et quand ils sont apparus, mon cœur s'est arrêté, les 3 comptes affichaient 0. Le fonds pour les études de Léo, l'épargne d'urgence, le plan retraite que j'avais bâti si soigneusement pendant des années, tout était vidé complètement. Mes mains tremblaient alors que j'actualisais l'écran plusieurs fois, espérant un bug, mais les chiffres restaient les mêmes. La panique montant, j'ai immédiatement appelé le service des fraudes de la banque depuis un couloir calme, donnant les détails d'une voix tremblante, confirmant que des virements non autorisés avaient eu lieu au cours des dernières 48 heures. Essayant de rester calme, j'ai composé le numéro de Lucas à plusieurs reprises, puis celui de Chloé, mais les deux tombaient directement sur la messagerie. Les messages restaient non lus, créant une boule d'angoisse dans mon estomac alors que la conférence continuait autour de moi dans un flou total. Je me suis excusé des sessions de l'après-midi, faisant les 100 pas dans ma chambre d'hôtel tout en recontactant la banque pour plus de détails sur les transactions, apprenant que les retraits provenaient de l'adresse IP de mon domicile. La réalisation m'a frappé comme une vague, quelqu'un avec accès à mes mots de passe et à mes appareils avait fait ça pendant que j'étais parti. J'ai écourté le voyage, réservant le premier train pour Nantes ce soir-là, passant les heures à la gare Montparnasse, engourdi par l'incrédulité et une colère grandissante. Le trajet en train m'a semblé interminable, mon esprit passant en revue des possibilités que je ne voulais pas accepter. Arrivé tard, j'ai conduit jusqu'à la maison à travers les rues sombres, entrant dans l'allée avec un sentiment de naufrage. La maison semblait ordinaire de l'extérieur, les lumières sur minuterie comme je les avais réglées, mais entrer à l'intérieur a révélé la vérité. La chambre d'amis où Lucas et Chloé avaient laissé leur sac était vide, vêtements et affaires de toilette disparus sans laisser de traces. Pas de mots sur le comptoir, pas de texto d'explication, juste le silence résonnant dans des espaces qui semblaient soudainement violés. J'ai fouillé les tiroirs et les placards, confirmant frénétiquement leur départ soudain, la trahison s'installant lourdement alors que je réalisais que ce qu'ils avaient pris allait bien au-delà de l'argent. Léo était déjà là, assis tranquillement dans le salon quand je suis entrée, et j'ai appelé la police immédiatement pour signaler le vol et la disparition. L'agent au téléphone a pris mes détails, notant le lien familial et conseillant qu'un officier suivrait l'affaire bientôt, mais que pour l'instant je devais sécuriser la maison et éviter de toucher aux preuves potentielles. Après avoir raccroché, Léo m'a tiré à part dans le salon. Ce premier soir de retour à la maison, Léo m'a prise à part, la maison semblait anormalement calme après tout ça, j'ai découvert le genre de silence qui vous oppresse et rend vos pensées plus bruyantes. Il a hésité à l'encadrement de la porte un moment, serrant sa tablette contre sa poitrine avant de venir s'asseoir à côté de moi sur le canapé. À 10 ans, il ne devrait pas avoir à porter ce genre de fardeau, mais le regard dans ses yeux me disait qu'il le portait depuis plus longtemps que je ne le réalisais. Il a placé l'appareil sur la table basse entre nous et a ouvert un dossier qu'il avait nommé simplement « Preuve », ses petits doigts bougeant avec détermination sur l'écran. Léo a commencé par expliquer comment tout avait commencé, parlant doucement mais fermement comme s'il avait répété les mots dans sa tête plusieurs fois. Il m'a dit qu'il avait commencé à avoir des soupçons quand Chloé s'était mise à lui poser des questions pendant leur visite, des choses sur mes horaires de travail ou comment je gérais les factures en tant que mère célibataire. Il avait souvent sa tablette sortie pour jouer ou dessiner, et quelquefois il avait laissé l'enregistrement allumé par accident après s'être filmé, et ces enregistrements oubliés ont capturé des conversations en arrière-plan qu'il n'a découvertes que plus tard. Un clip particulièrement clair venait de la cuisine un après-midi alors que j'étais au travail. Léo avait enregistré une courte vidéo de lui-même préparant un goûter, posant la tablette sur le plan de travail pour faire son émission de cuisine, pour rire. Il avait oublié de l'arrêter quand Chloé et Lucas se sont assis à proximité et cela a capté Chloé parlant d'aider Lucas avec une nouvelle opportunité commerciale qui pourrait tout changer pour la famille. Elle demandait si j'avais déjà mentionné des mots de passe ou des codes de compte pour les urgences, présentant cela comme une inquiétude bienveillante. L'enregistrement continuait avec Chloé riant et révélant qu'elle avait besoin d'un accès rapide au fond avant que les opportunités ne disparaissent. Lucas se tenait à côté, hochant la tête sans protester, son malaise visible même dans la vidéo granuleuse. Un autre enregistrement accidentel dans le salon s'est produit quand Léo construisait un fort avec des coussins.
laissant la tablette à l'intérieur pour filmer la visite du fort pour un projet scolaire. Il n'avait pas réalisé qu'elle tournait encore quand Chloé et Lucas se sont installés sur le canapé tout près, discutant d'anciennes affaires auxquelles elle avait participé et de la facilité avec laquelle on pouvait déplacer de l'argent entre les comptes avec les bonnes infos. L'audio a capté la mention désinvolte de Chloé sur le fait de changer de nom ou d'endroit si les choses se compliquaient, avec Lucas acquiesçant doucement en arrière-plan. Entendre cette partie a brisé quelque chose en moi, une douleur profonde pour le frère que je pensais connaître. En parcourant les fichiers, Léo a partagé comment il était tombé sur le tableau d'ensemble totalement par accident. L'un des enregistrements a capté Chloé au téléphone mentionnant son ancien nom, Laure, en passant alors qu'elle parlait à quelqu'un d'autre. Curieux à propos du nom, Léo a cherché plus tard ce nom sur mon vieil ordinateur portable alors qu'il cherchait quelque chose sans rapport, peut-être un personnage de jeu, et des archives publiques sont apparues, liant une certaine Laure Harper à des affaires de fraude qui correspondaient à l'apparence et aux méthodes de Chloé. Il a sauvegardé les captures d'écran, assemblant les pièces discrètement sur quelques jours sans rien me dire jusqu'à ce que tout devienne trop lourd à garder. Cette minutie venait plus du hasard que de la planification, mais c'était suffisant pour exposer toute la supercherie. En le serrant contre moi après, j'ai ressenti une vague d'émotion, j'étais trop engourdi pour accéder plutôt à la gratitude que sa curiosité nous ait protégés là où la mienne avait échoué, à la tristesse pour l'innocence que cette expérience lui avait volée, et à une résolution féroce de voir la justice rendue. Ces enregistrements accidentels et découvertes n'étaient pas un travail de détective planifié, c'étaient les habitudes innocentes d'un enfant se transformant en une bouée de sauvetage qui refusait de laisser sa famille s'effondrer sans se battre. Le lendemain, j'ai tout rassemblé sur un disque sécurisé et je suis allé directement au commissariat, Léo insistant pour venir expliquer sa part si nécessaire. L'enquêteur nous a pris au sérieux cette fois, regardant les clips clés en entier et notant comment les enregistrements avaient capturé les conversations naturellement. Il a passé le nom de Laure Harper dans les bases de données, confirmant des mandats d'arrêt actifs et des schémas correspondant exactement à notre cas, puis m'a assuré qu'il coordonnerait les efforts interrégionaux immédiatement. Avec ces preuves en main, je savais que la police devrait agir vite, et juste quelques jours après avoir remis toutes les preuves, l'enquêteur a appelé avec des nouvelles du sud de la France. Sa voix portait un sens d'urgence alors qu'il expliquait que les autorités locales avaient localisé Lucas et Chloé dans un hôtel bon marché près de la côte, non loin de là où vivait papa. Ils avaient été placés en garde à vue sans incident, pris au dépourvu alors qu'ils quittaient l'hôtel avec leurs valises, prévoyant apparemment de bouger encore. La mise à jour a apporté un flot de soulagement mêlé à une douleur fraîche sachant que la traque était finie, mais la confrontation à venir allait tester tout ce que je pensais savoir sur la famille. L'appel de Lucas est arrivé le soir même depuis la maison d'arrêt, son numéro s'affichant en masqué sur mon téléphone. Quand j'ai répondu, sa voix s'est brisée, immédiatement paniquée et suppliante d'une manière que je n'avais jamais entendue de lui auparavant. Il a déversé des excuses entre deux sanglots, insistant sur le fait qu'il n'avait jamais voulu que les choses aillent aussi loin, et que Chloé l'avait convaincu que c'était juste un emprunt temporaire jusqu'à ce que sa grosse affaire rapporte. Il a répété encore et encore qu'il avait eu peur de dire non, piégé par des menaces d'exposition ou d'abandon, se peignant comme la victime prise dans sa toile. L'écouter me supplier de l'aider, promettant de rembourser chaque centime si je parlais juste au procureur, a remué une douleur complexe, une part de sympathie pour le frère que j'avais protégé si longtemps, une part de colère face à la facilité avec laquelle il rejetait la faute sans assumer ses choix. Les appels de maman ont commencé presque immédiatement après, ces messages inondant ma boîte vocale de supplications larmoyantes pour penser à la famille et pardonner l'erreur de Lucas. Elle a laissé de longs messages vocaux décrivant à quel point il semblait brisé quand elle lui a parlé, me rappelant le petit garçon dont je m'occupais et me demandant comment je pouvais le laisser affronter les conséquences tout seul. Papa a suivi avec des textos et des appels depuis le sud, son ton plus direct, disant « Les garçons font des erreurs sous une mauvaise influence et retirer la plainte serait la bonne chose à faire pour les liens du sang. » Il a même suggéré de prendre l'avion pour venir parler en personne, arguant que les vraies familles restent soudées dans les moments difficiles, quoi qu'il arrive. Chaque message érodait les vieilles loyautés, me forçant à affronter comment leur favoritisme s'étendait même maintenant, priorisant le confort de Lucas sur les dommages causés à Léo et à moi. La culpabilisation semblait familière des années passées, mais cette fois, les enjeux étaient différents, notre sécurité détruite, la confiance brisée au-delà de toute réparation rapide.
Je n'ai répondu à personne au début, ayant besoin d'espace pour traiter la vague d'émotions qui me traversait, de la fureur face à leur aveuglement à la tristesse pour l'unité familiale qui n'existait plus sous aucune forme saine. Quand j'ai enfin rappelé maman, ma voix est restée stable alors que j'expliquais que les preuves étaient indéniables, et que la décision de porter plainte n'était pas une vengeance, mais une protection pour mon fils. Elle a pleuré plus fort, m'accusant d'être froide et de déchirer la famille, mais j'ai tenu bon, disant « L'amour ne signifie pas excuser le mal ». La conversation avec papa s'est passée de la même façon, sa frustration se transformant en déception envers moi pour ne pas avoir réglé ça en privé. Pourtant, j'ai refusé de bouger, soulignant que les conséquences étaient nécessaires pour toute chance de vrai changement. Les charges préliminaires sont tombées peu après, Chloé faisant face à de multiples chefs d'accusation pour fraude et vol avec son casier judiciaire aggravant l'affaire, tandis que Lucas était inculpé comme complice étant donné son implication directe dans l'accès au compte. Entendre les termes formels a fait pénétrer la réalité plus profondément, une reconnaissance finale que le frère pour qui je m'étais sacrifié avait choisi un chemin menant ici. Après ces appels, je savais que les conséquences à long terme s'étendraient bien au-delà des arrestations. Dans les mois qui ont suivi les arrestations, les vrais dégâts sur notre famille sont devenus clairs. Décider de couper les ponts complètement avec Lucas n'était pas un choix impulsif fait sous le coup de la colère, c'est venu après des nuits blanches, pesant chaque souvenir face à la réalité de ce qu'il avait fait. J'ai bloqué son numéro, supprimé les vieux messages, et j'ai clairement fait savoir à travers la procédure judiciaire qu'aucun contact n'aurait lieu, les visites ou les lettres n'étaient pas des options, la trahison était trop profonde pour risquer de rouvrir les plaies pour Léo ou moi-même. Cette finalité a apporté un mélange étrange de deuil et de soulagement, pleurant le frère que j'avais connu tout en acceptant qu'il n'existait plus de la même manière. La même limite s'est étendue à papa et maman quand leurs tentatives de me ramener dans la vieille dynamique ont persisté, malgré les avoir bloqués après des supplications répétées de pardonner, pour le bien de la famille, ils essayaient encore par le biais de connaissances communes ou d'emails inattendus défendant Lucas comme étant mal guidé plutôt que responsable. J'ai arrêté de répondre totalement, reconnaissant que leur favoritisme continu permettait les problèmes et ne ferait que nous tirer en arrière. Le silence qui a suivi a semblé lourd au début, les fêtes approchant sans les appels habituels, mais il a aussi créé un espace pour guérir sans les rappels constants de la déception. Le rétablissement financier a commencé lentement mais sûrement avec l'ordonnance de restitution du tribunal, une partie de l'argent volé est revenue grâce aux biens saisis, assez pour reconstruire le fonds d'urgence et garder l'épargne étude de Léo sur les rails, bien que pas la totalité. Ma promotion à la banque a aidé aussi, apportant un salaire plus élevé qui a allégé les pressions quotidiennes et permis de petits plaisirs à nouveau, comme des week-ends sur les plages de Pornic ou de la Baule quand il faisait beau. Regarder ces soldes de compte grandir une fois de plus a restauré un sentiment de contrôle, j'avais perdu un rappel silencieux que le travail acharné pouvait reconstruire ce qui avait été pris. Léo a changé de manière subtile et profonde à travers tout cela, il se comportait avec plus de maturité, aidant à la maison sans qu'on le lui demande et s'ouvrant sur ses sentiments d'une manière qu'il ne faisait pas avant. Nous parlions ouvertement de confiance et de limites, transformant la douleur en leçon qu'il pourrait emporter avec lui. Le voir s'épanouir à l'école et au club d'informatique me remplissait de fierté, sachant que sa force nous avait protégés quand je ne pouvais pas voir le danger. Lisa, ma meilleure amie, est devenue un point d'ancrage durant les périodes les plus dures, nous nous retrouvions pour de longues promenades dans les parcs de Nantes alors que les feuilles changeaient de couleur, partageant un café sur un banc pendant que Léo jouait à côté, son écoute attentive fournissant le soutien qu'aucun parent de sang ne pouvait offrir. Ces conversations aidaient à traiter le deuil, renforçant l'idée que la famille qu'on choisit se révèle souvent plus forte que la biologie. Chloé a fini avec une peine de prison substantielle étant donné son casier, tandis que Lucas a reçu une peine avec sursis assortie d'une obligation stricte de remboursement qui s'étalerait sur des années. Ces résultats semblaient justes, fermant un chapitre sans place pour les secondes chances. Avec le recul, la plus grande leçon a été de reconnaître que l'amour signifie parfois s'éloigner pour protéger sa paix, peu importe à quel point la coupure est douloureuse. Je n'ai jamais pardonné ce genre de trahison, et c'était la meilleure décision que j'ai jamais prise.